Bonjour tout le monde. Donc, on voit l'annonce que la séance est enregistrée. Vous allez donc être enregistré. Bienvenue donc à cette troisième rencontre des mardis au Sécu. Et comme d'habitude, j'ouvre avec un petit mot de bonjour, mais je laisse la parole à notre animatrice de ce soir. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit de séances des mardis au Sécu consacrées au métier de la télévision au Québec. La programmation va continuer. Une dernière rencontre est prévue le 29 mars, donc on a enfin la date. Il s'agira d'une rencontre avec Eva Kabouya qui va nous parler de scénarisation et réalisation de séries de fiction. Donc, sans plus tarder, je vous présente Marie-Odile Demey, qui est notre animatrice ce soir. Marie-Odile est doctorante en histoire de l'art à l'Université de Montréal. Elle est aussi instigatrice du Ciné-Club au Sécu des films sur l'art et productrice, distributrice internationale de programmes d'art à la télévision. Donc, elle est la personne idéale pour animer cette séance avec Christiane Asselin, que j'ai bien envie d'entendre. Donc, Marie-Odile, à toi la parole et merci beaucoup. Merci Martha. Oui, j'ai fait beaucoup de distribution, mais jamais avec toi, Christiane. Donc, on pourra parler peut-être un peu plus tard de ce que représente la distribution. Donc, c'est un honneur de recevoir Victor, recevoir Christiane Christiane. Asselin aujourd'hui. Christiane, en fait, depuis 7 ans, dirige la plateforme de diffusion ici tout.tv à Radio-Canada, ainsi que le contenu jeunesse multiplateforme. Elle est une gestionnaire primée dont la vaste expérience couvre de nombreux aspects de l'industrie, y compris la création, la production, la distribution et la stratégie de contenu multi-écran. Elle a aussi travaillé dans la création et le développement et la création de jeux vidéo et dans une ancienne vie. Et puis maintenant, donc depuis 7 ans, elle est à Radio-Canada. C'est vraiment un honneur, en fait, de t'avoir, Christiane, parce que c'est rare qu'on a le input des télédiffuseurs. On parle souvent des réalisateurs, des créateurs, à des gestionnaires, les producteurs, rarement aux distributeurs. Les distributeurs, c'est ceux qui qui te vendent à toi, en fait, qui vendent les contenus pour être diffusés à la télévision, mais rarement à ceux qui doivent gérer la grosse machine du télédiffuseur. Avant de commencer, j'aimerais autant que possible, si c'est possible pour les gens qui sont là, que vous ouvriez votre caméra par respect pour la personne, merci, pour la personne qui est là avec nous pendant 1h30. Donc, voilà. Donc, Christiane, bonjour. Bonjour Marie-Odile. Alors, qu'est-ce qui, d'abord et avant tout, là, ça fait pas juste 7 ans que tu es dans le milieu de la télédiffusion. Avant, je pense que tu étais déjà tombée dans la soupe. Peux-tu nous en parler un petit peu, peut-être rapidement, de ton histoire avec la télévision, ton histoire d'amour avec la télévision? Écoute, je vais me permettre, mais je vais parler vraiment vite, là, parce que tu m'avais dit, fais un petit parcours, tu peux parler un petit peu de ton parcours professionnel. Mm-hmm. Euh, J'en ai fait bien des affaires dans ma vie, donc je vais essayer de le faire vite, mais je me disais, comme je parle avec des étudiants de l'université, j'avais le goût de vous partager quand même une expérience parce que moi, j'ai eu 2 vies complètement. Complètement, là, j'ai fait 2 emplois dans 2 industries complètement différentes. Puis, je me rappelle très bien quand j'étais à l'Université Laval, puis je finissais mon bac, puis je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Puis j'avais l'impression que j'allais choisir comme un mari pour la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Puis, dans le fond, ce que la vie m'a appris, c'est qu'il y a toutes sortes de chemins, puis il y a plein de chemins qui nous amènent à toutes sortes d'endroits. Et ce n'est pas le premier emploi qu'on va faire qui va déterminer toute notre carrière. Fait que j'avais le goût de vous dire, il faut être passionné par ce qu'on fait, puis ça se peut qu'on fasse plusieurs jobs. Moi, j'étais passionnée par les vêtements. Et quand je suis sortie de l'Université Laval, j'étais à Québec et je suis devenue représentante pour les vêtements Louis Garneau. Ensuite, j'ai été acheteuse pour une chaîne de magasins, de 400 magasins qui est Sport Expert, parce que quand je travaillais pour Sport Expert, on a été acheté par Forzani. Fait que finalement, j'achetais des vêtements pour 400 magasins, ce qui n'est pas du tout en lien avec les médias. Non, pas du tout. Mais il y a quelque chose de bien particulier dans ces emplois-là.
je fais le lien maintenant, à part le fait que j'étais vraiment passionnée, c'est le fait que quand on travaille en télévision ou quand on travaille avec du contenu, c'est vraiment important de se mettre à la place de l'utilisateur. Les gens qui réussissent, puis quand vous voyez des émissions qui fonctionnent ou des chaînes de télé qui fonctionnent, puis que tu as des dirigeants, les bons dirigeants, c'est ceux qui sont capables de mettre de côté leur propre avis et de penser, genre, est-ce que les gens vont aimer ça? Moi, quand je travaille, donc là, je refais mon lien avec les vêtements. Moi, je peux vous dire que quand j'achetais des shorts Umbro ou des jackets Adidas pour 400 magasins, je l'avais d'en face quand ça ne marchait pas parce que les racks étaient pleins. Donc, il y a vraiment une question de se dire, OK, qu'est-ce que les gens veulent? Donc, pour faire une histoire courte, c'est pour vous dire qu'on peut avoir 2 carrières. Et ensuite, j'ai décidé de me réorienter parce que j'avais l'impression que j'avais atteint ma job de rêve d'enfant parce que j'avais toujours travaillé dans le vêtement. Et j'ai refait le chemin vers les médias numériques, dans le CD-ROM. Puis ensuite, j'ai développé des jeux multijoueurs. Mais moi, j'étais gestionnaire, dans le fond. Je n'étais pas la personne qui programmait. Pour faire mon petit bout de chemin, pour être 10 ans Radio-Canada en médias numériques, ensuite travailler pour les gens de la télévision en convergence. Fait que là, j'essaie de faire une histoire courte. J'ai travaillé longtemps pour la zone jeunesse de Radio-Canada. Donc, un beau 10 ans Radio-Canada à faire toutes sortes d'emplois. Beaucoup en médias numériques. Quand tu parles, là, on est en quelle année à peu près? Parce que ça, c'est avant l'arrivée des grandes plateformes. Des grandes plateformes. Donc, c'est quoi convergence? Qu'est-ce que tu entends par convergence très rapidement? Bien, moi, je suis arrivée à Radio-Canada pour mon premier 10 ans en 1999, avant le bug de l'an 2000. Ah oui. Là, il y en a peut-être encore là qui ne se rappellent pas le bug de l'an 2000, mais il y avait plein de gens qui pensaient que tout allait s'arrêter, puis que nos frigidaires allaient arrêter de fonctionner, puis tout allait. Donc, moi, je suis rentrée en 99 et à cette période-là, c'était le début des sites Internet qui vont avec la télévision, c'était le début des sites complémentaires, de qu'est-ce qu'on fait, de créer du contenu aussi pour les jeunes sur le web. Donc, c'était vraiment le début de la complémentarité. Quand je parle de la convergence, c'était de faire des sites web qui allaient avec les émissions, donc de créer du contenu sur une nouvelle plateforme et aussi de développer des contenus sur le téléphone qui était le BlackBerry dans le temps, donc qui était très difficile. Et est arrivé l'iPhone et là, tout d'un coup, ça a été plus facile de développer des contenus. Donc, j'ai eu la chance, après ça, de travailler en télévision avec le DG du temps, Mario Clément, pour vraiment faire que toutes les émissions de Radio-Canada aient un aspect de convergence, aient un aspect de présence sur le web. Pour ensuite, rapidement, aller travailler dans ma propre boîte, Turbulent, qui était beaucoup en convergence puis beaucoup en technologie. Et de fil en aiguille, aller à Télé-Québec et revenir à Radio-Canada. Et quand je suis revenue à Radio-Canada, c'est parce que vraiment, on m'avait proposé l'emploi que j'ai maintenant. Donc, ça fait vraiment 7 ans que je fais cet emploi-là. Donc, de gérer la plateforme Tout.tv, de gérer les émissions jeunesse en même temps, parce qu'on va se parler plus tard, puis vous allez comprendre, il y a quand même un lien intéressant. Oh, puis je vois que Cassandra a un beau petit mini aussi. Oui, toi, tu as fermé ta porte. Mais donc. J'adore les chats. Donc, tout ça pour dire que je suis revenue à Radio-Canada. Et bref, tu sais, j'ai jamais eu peur. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est quand on est dans les nouveaux médias, quand on est dans des. J'aime bien défricher tout ce qui est nouveau et comment les gens consomment. Parce que oui, quand je suis revenue à Radio-Canada, il y a 7 ans, Tout.tv existait, mais était vraiment comme tout petit comparé à ce que c'est aujourd'hui. On était vraiment là au début de l'arrivée de toutes les plateformes de vidéo on demand. Donc, ça vous fait un petit peu une historique, puis j'ai sauté sur plein de jobs, mais juste encore là pour vous dire que tant qu'on est passionné, on a du fun, puis on peut changer de job une couple de fois dans la vie, puis c'est pas grave. Oui, je suis là pour témoigner de ça aussi. Donc, ton expérience en convergence, qu'on appelait convergence, qui était une obligation, je pense aussi, de financement, hein, t'a permis, en fait, t'a donné les connaissances et les outils pour superviser, pour devenir le cerveau, en quelque sorte, de Tout.tv, de ce que c'est devenu maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? J'allais dire cerveau un petit peu. Avant de dire cerveau, c'est sûr que je dirais l'élément le plus important d'un bon gestionnaire, c'est de s'entourer de têtes intelligentes. Là. Fait que moi, je dirais que une de mes forces, c'est de bien m'entourer. Des fois, encore là, vous allez rentrer bientôt dans le monde du travail, puis il va y avoir toutes sortes de gestionnaires, puis il y en a qui ont de la misère des fois à engager quelqu'un de bien intelligent, mais moi, j'adore les gens qui sont plus brillants que moi, puis qui vont me challenger.
Donc, dans toute la partie tout.tv, j'ai quand même plusieurs personnes avec qui je travaille depuis longtemps. Puis c'est vraiment une industrie de gens qui sont passionnés. Fait que si vous rentrez à certains endroits, vous allez avoir beaucoup de plaisir parce que tu as des gens intelligents et passionnés. Donc, bref, quand tu me dis cerveau, là, je le comprends. Puis en même temps, c'est très particulier pour Radio-Canada d'avoir une plateforme par abonnement aussi. Hein. Il faut se dire que les télévisions, ça existe quand même depuis des années et des années et des années. Mais c'est la première fois que Radio-Canada vend un produit. C'est bizarre à dire, là, à part vendre des T-shirts puis des c'est contre-intuitif parce que Radio-Canada, c'est une télévision publique. Donc, en principe, c'est supposé d'être gratuit. C'est dans ce sens-là que tu l'entends? Non, c'est dans le sens de la logique de quand tu es un diffuseur, comme la personne qui travaille sur les émissions de fiction, bon, elle va décider qu'elle fait une émission de fiction comme Doute raisonnable. Doute raisonnable est offert à la télévision à des millions de personnes à 9 heures et tout le monde l'écoute. Donc, lui, c'est de faire la meilleure émission possible qui est écoutée par plein de gens. Il n'y a rien à vendre, là. Il fait une émission. Donc, Radio-Canada a une chaîne qui est écoutée par tout le monde, a 2 chaînes spécialisées qui sont RTV et Explora. Des chaînes spécialisées, ce n'est pas vendu par le diffuseur, c'est vendu par quand vous êtes abonné par Vidéotron, vous êtes abonné par Bell. Donc, Radio-Canada, c'est le premier produit qu'on a, ce qu'on appelle direct to consumer. C'est-à-dire, nous, Radio-Canada, on vend un produit à un consommateur et tout ce qui s'ensuit, le service à la clientèle et tout. Donc, c'est aussi des étapes nouvelles pour... tu sais, il y a vraiment une cassure entre comment on gère une télévision et comment on gère une plateforme par abonnement. C'est-à-dire que la télévision linéaire, c'est push. Tu donnes, puis quelque part, oui, les codes d'écoute comptent, mais tu décides d'offrir un contenu parce que c'est dans la ligne éditoriale de la chaîne. Bon. Mais là, puisque c'est par abonnement, ben là, le consommateur a un mot à dire finalement. C'est ce que tu es en train de dire. Tout à fait. Il devient en dialogue. Oui. Hein? Il m'est pas fidèle. C'est-à-dire que quand tu écoutes Radio-Canada ou quand tu aimes une chaîne de télévision, je ne sais pas, moi, des amateurs de sport qui vont aller écouter RDS, si tu y vas, tu n'es pas toujours en train de te remettre en question si tu vas arrêter d'écouter RDS puis tu vas aller écouter autre chose. Tandis qu'une plateforme comme ça, tu es en train d'écouter Disney puis tu te dis, finalement, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas rajouté. Mandalorian, c'était finalement bien ordinaire, puis là, ils ne rajoutent pas beaucoup de contenu, ben je te quitte. Tu sais, c'est comme, c'est pas une clientèle fidèle. Puis je sais que je m'adresse quand même à une clientèle j'imagine, je ne sais pas, j'aurais le goût de dire, pour ceux qui ont leur écran levé, est-ce que vous êtes abonné à des plateformes de vidéos par abonnement, comme genre Netflix? Stéphanie. Levez votre main, oui. Vous pouvez lever votre main si vous êtes abonné à une plateforme. Oui. Je ne peux pas croire. Il y en a qui ne sont pas abonnés. Ça ne se fait pas. Est-ce que vous êtes abonné au câble? Y a-t-il quelqu'un qui ne l'est pas? Moi, j'aimerais savoir qui est abonné au câble. Est-ce que tout le monde est abonné au câble? Non? Il y en a quand même quelques-uns. 5-6, oui. Ouais. OK, quand même. Merci. Mais c'est sûr que ça change un petit peu, tu sais. Puis je pense que c'est un petit peu l'autre sujet qu'on voulait amener en premier parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous... J'imagine que vous avez des intérêts différents par rapport à la télévision, je vais appeler ça le monde des médias, mais c'est sûr que vous allez rentrer dans un nouveau monde. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans, OK, aujourd'hui, c'est le Far West, il y a plein de chaînes, les gens sont bilingues, mais les gens qui étudiaient ou qui sortaient en télévision il y a 20 ans, il y avait beaucoup de chance dans le sens que c'était un monde qui était hyper réglementé. Donc, il y a 20 ans, les chaînes, tu ne pouvais pas ouvrir une chaîne de télé au Canada ou au Québec. OK, moi, c'est le fun, ça me tente de sortir une chaîne sur les animaux, puis je me lance une chaîne. Il y a une réglementation qui est le CRTC, qui te donne le droit ou pas. Le CRTC, ça veut dire quoi, dont Marie a dit? Ça veut dire le Conseil de la radio... De radiodiffusion, c'est du Canada. OK. Conseil de radiodiffusion du Canada, c'est ça? Hein? Exactement. Oui. Donc, c'est radio et télédiffusion. R pour radio, T pour Télédiffusion Canada. Merci. Donc, ça, c'est une barrière réglementaire, c'est-à-dire que si Netflix avait voulu avoir une chaîne, dans le temps, il n'y aurait pas pu, à moins que le CRTC le décide, puis donne souvent des quotas, oblige des produits québécois, des produits canadiens francophones sur la chaîne. Donc, ça, c'était il y a 20 ans. Et
il y a le fait aussi que la plupart des gens au Québec étaient principalement francophones. Maintenant, ce qu'on voit depuis à peu près 10 ans, c'est le fait que la barrière réglementaire du CRTC ne s'applique pas aux plateformes, ce qui fait que vous pouvez écouter Disney chez vous, vous pouvez écouter Netflix chez vous, vous pouvez écouter Amazon est disponible. En tout cas, bref, il y en a plusieurs qui s'installent au Canada, mais tout ça, cette barrière-là n'existe plus. Et le taux de bilinguisme, on se comprend, augmente d'année en année. Je pense que le taux va dans des 18-34 en bilinguisme, c'est comme ça l'a triplé dans les dernières années. Là, je ne voudrais pas donner des mauvais chiffres, mais tout ça pour dire que les barrières n'existent plus. Donc, vous, quand vous allez sortir dans... Ce que tu veux dire, c'est que le CRTC gérait le contenu francophone versus le contenu anglophone et arrivait à maintenir un niveau, des barèmes disant tant de chaînes francophones, tant de chaînes anglophones. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Puis aussi avec des paramètres, c'est-à-dire, si je parle avec la famille Astral dans le temps et je lui donne le droit d'avoir la chaîne Canal Vie, je donnais des obligations aussi. Vous devez avoir 30 je ne veux pas dire des erreurs, là, parce que je sais que c'est enregistré, donc je ne connais pas les pourcentages, mais ça venait avec des quotas. Rappelez-vous, la radio aussi, ça vient avec des quotas de contenu francophone, des contenus faits ici. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas juste il y a deux choses, c'est l'accès. Maintenant, vous avez accès à Netflix. Netflix n'a pas besoin de passer par le CRTC. Donc, tous les gens qui ont le goût de faire du contenu dans d'autres pays peuvent rendre leur contenu disponible sans passer par aucune réglementation. Oui. Moi, je décide d'être mondiaux, je décide de l'offrir, je l'offre et je peux l'offrir en anglais seulement. Je ne suis pas obligée de l'offrir en français. Je n'ai pas de pourcentage de contenu canadien à offrir sur ma plateforme. Je peux en avoir 0 contenu canadien, puis ce n'est pas grave, je suis offert aux Canadiens. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct ou pas correct, c'est juste qu'on arrive dans un monde qui est très différent parce qu'avant, c'était protégé. Les gens qui étaient producteurs de contenu, quand tu étais diffuseur de contenu, Radio-Canada, tous les yeux allaient vers Radio-Canada, TVA, TQS dans le temps. Tu sais, c'était facile de faire des émissions avec plusieurs millions parce que tu avais 4 chaînes à écouter. J'ai l'air de parler du bon vieux temps, là, mais c'est pas bien ou pas bien, c'est plus une réalité. Là. Je veux dire, il y avait des émissions jeunesse qui faisaient des 2 millions de codes d'écoute. Je veux dire, c'est une réalité qu'on ne voit plus parce que maintenant, les gens écoutent YouTube, ils écoutent Amazon. Tu sais, les gens, c'est divisé à travers plein de plateformes, ce qui n'était pas la réalité du temps. Mais on va y revenir tantôt, mais certaines émissions qui sont diffusées sur Radio-Canada puis ensuite sur tout.tv vont aussi se retrouver sur YouTube. Donc là, il peut aussi y avoir une espèce d'éclatement aussi des contenus. Puis ça, c'est des eyeballs quand même. Oui, oui, tout à fait, mais je veux dire, tu ne fais pas la business de la même façon quand tu travaillais, puis que tu savais que si tu mettais une émission à la télé, tu allais rejoindre 80% de la population parce qu'ils sont chez eux, parce que c'est normal d'ouvrir la télévision à 7 heures, parce que c'est normal d'ouvrir la télévision à 8 heures. C'est ça que les gens font dans leur temps libre. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font dans leur temps libre? Ils peuvent passer plein de temps sur Instagram, ils peuvent passer plein de temps sur Facebook, ils peuvent passer plein de temps sur YouTube. La quantité d'activités que tu peux faire, qui est un peu comme média ou autre, tout ça, ça vient enlever du temps à la télévision ou ça vient challenger qu'est-ce qu'on fait. Donc, tu sais, je pense que dans votre vie à vous, c'est normal parce que vous avez probablement tous un compte Instagram, un compte TikTok, un compte peut-être Facebook ou peut-être que vous trouvez que Facebook, c'est juste pour les vieux, je ne le sais plus. Mais cela dit, c'est très différent. Tu sais, donc, moi, quand je vous parle de ça, c'est sûr que vous n'avez pas connu le monde avant, mais quand tu rentres sachant que la réalité maintenant est comme ça, quand tu fais une émission de télé, elle ne se bat plus juste. Tu mets une émission de télé à 7 heures, bien avant, elle se battait contre l'autre émission à 7 heures ou l'autre émission à 7 heures sur Novo. Donc, moi, quand je lis des fois certains articles de certains journalistes, puis je les vois toujours comparer les codes d'écoute de 3 émissions comme s'il y avait juste ça à 7 heures le soir. Tu as le choix d'écouter District 31 ou d'écouter La Tour ou d'écouter, mettons, Big Brother Celebrity. La réalité, c'est qu'il y a tellement d'autres choses que vous pouvez écouter puis faire, vous autres, comme, ou n'importe qui, là, à 7 heures le soir. Fait que la compétition est très, très élevée
pour que notre contenu soit écouté. Donc, c'est ça. Fait que je trouve que ça rend notre job encore plus intéressant, mais c'est sûr qu'il faut travailler fort pour que les gens aient le goût d'écouter nos émissions. Fait que oui, c'est vrai que c'était peut-être plus facile dans le temps. Il y avait moins de chaînes, moins de contenu, moins de réseaux sociaux, moins de jeux vidéo. Mais donc, le vidéo sur demande devient possiblement une solution pour toi en tant que télédiffuseur. Donc, tout.tv devient aussi une solution pour rendre accessible ton contenu parce que là, il n'est pas juste accessible à 7 heures. Après sa première diffusion, il est accessible tout le temps. Oui. Bien, pour la petite histoire, dans le fond, tout.tv a vu le jour en 2010. OK? Donc, c'était très précurseur. Netflix n'était même pas arrivé encore au Canada, mais c'était tout.tv dans sa partie gratuite. Donc, tout.tv est arrivé en 2010, Netflix est arrivé après. Ensuite, écoute, j'essaie de m'en rappeler, j'avais une petite slide de qui est-ce qui est arrivé. Crave est arrivé en anglais après. Et après ça, est arrivé Amazon Prime. Donc, est arrivé plein d'autres chaînes, mais c'est sûr que l'avenir de Radio-Canada ou l'avenir du diffuseur public passe beaucoup par l'existence d'une plateforme de diffusion. T'sais, il faut exister, puis il faut exister sur toutes les plateformes qui existent. Si demain matin, vous travaillez en contenu, ce n'est pas obligatoire que vous allez faire une émission qui va aller à la télé. Ça peut très bien être une émission qui va aller sur Amazon Prime, qui va aller sur tout.tv, mais c'était vraiment important pour Radio-Canada d'avoir une plateforme. Il y a eu beaucoup de discussions pendant des années sur c'est quoi la bonne stratégie. Est-ce que c'est d'avoir ta propre plateforme ou c'est de faire des contenus qui vont être disponibles sur une autre plateforme? La vie, puis j'essaie de voir c'est quoi les données, mais on s'est quand même aperçu que la force, c'est d'avoir un endroit, un rendez-vous où est-ce que tu gères le contenu que tu présentes. C'est beaucoup plus fort d'avoir tout.tv, d'accueillir les visiteurs, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment, de faire notre plateforme par abonnement, l'extra, puis de gérer qu'est-ce qu'on offre aux gens, que d'avoir des contenus. Genre, un contenu de Radio-Canada sur Netflix, on va se dire les vraies affaires. Quelqu'un va ouvrir, en ce moment, il y a, mettons, Murdoch Mystery, Schitt's Creek, qui est un super gros succès de la CBC. Honnêtement, là, quelqu'un de normal, il s'en va sur Netflix, il écoute Schitt's Creek, il trouve ça super drôle. Il ne se rappelle pas que c'est fait par la CBC. Donc, si tu veux que les gens se disent ça vaut la peine d'avoir un diffuseur public, j'aime ce que le diffuseur public m'offre ou je ne l'aime pas, fait que je vais y en parler, c'est important d'avoir notre propre plateforme et d'offrir les contenus aux utilisateurs. Mm-hmm. Oui. Donc là, ça, c'est un peu la genèse de tout.tv. Donc, quand tu as commencé, au début, vous étiez un peu dans la errance, c'est-à-dire est-ce qu'on diversifie le contenu un petit peu ici, un petit peu là, peut-être un peu sur YouTube, tant qu'à y être. Hein? J'ai l'impression que vous avez fait ça aussi. Puis là, finalement, aujourd'hui, on en est où avec ces deux plateformes? Parce que là, tu as comme des multiplateformes, mais est-ce que ton vaisseau amiral, si on peut dire, est-ce que ça reste la chaîne linéaire? Oui, la chaîne linéaire rejoint plus de personnes à un moment précis que la plateforme, parce que la plateforme, c'est quand les gens veulent l'écouter. Et puis, on a encore, une division dans les âges. C'est-à-dire que quand on regarde, en général, la télé est plus écoutée, mais c'est sûr que quand on cible les 18-34, on s'aperçoit que les 18-34 ont fait le point de bascule. Il y a plus de jeunes de 18-34 ans qui sont abonnés par un service de vidéo sur demande par abonnement que de jeunes qui sont abonnés au câble. Donc, en ce moment, c'est sûr que les nouvelles générations, que ce soit vous autres ou plus jeunes, c'est sûr que vous avez, le point de bascule, il va se faire complètement maintenant quand ceux de 34 ans vont être rendus à 50. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des écoutes qui changent avec les générations, ce qui n'était pas arrivé avant. La télévision est arrivée. Puis là, maintenant, est en noir et blanc. Puis maintenant, est en couleur. Mais ça ne changeait pas de qui est-ce qui écoute quoi. Tandis que là, il y a une façon d'écouter qui est différente et qui change où est-ce que les gens écoutent puis qu'est-ce que les gens écoutent. Reste qu'on a quand même besoin d'énormément de contenu. C'est de plus en plus. Donc c'est ça qui est un peu contradictoire. Ce que je comprends, c'est que les gens
tu perds un peu de ton monde parce qu'ils sont ailleurs, mais ils s'attendent à ce que tu produises du contenu. Oui, bien écoutez, vous ne serez pas surpris de savoir que les producteurs de télé en ce moment travaillent vraiment fort. Parce que là, avant, il y avait genre Radio-Canada qui leur donnait des contrats, il y avait, admettons, Novo, il y avait TVA, mais là, c'est, mettons, Amazon Prime. Aujourd'hui, on voyait que la boîte de production Attraction vient de signer un contrat avec Amazon Prime puis avec Patrick Huard. Donc, du contenu, il s'en fait il s'en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je ne sais pas si ça vous arrive dans votre vie, mais tu sais, avant là, quand j'étais plus jeune, moi, je parlais d'une émission à mes amis, mais tout le monde l'avait à peu près écoutée, tu sais. Maintenant, tu es comme genre, ah ouais, toi, as-tu écouté Umbrella Academy? Ah, toi, as-tu écouté District 31? Puis là, on est toutes sortes de monde qui n'ont pas tout écouté les mêmes émissions parce qu'à un moment donné, ça devient impossible de tout écouter, tu sais. Donc, ça, c'est différent aussi un peu. Oui, Puis, mais ça, reste que tout le monde, quand il y a des nouvelles grosses séries qui sortent, tout le monde les écoute au même moment. Il y a un effet. Tu n'es pas d'accord, Martha? ben, Ben, c'est intéressant, ça serait intéressant aussi d'écouter les autres, mais dans mes cours, j'ai de plus en plus de difficultés à trouver une série que tout le monde connaît, hein. Parce que même juste il y a 4 ans, avec Game of Thrones, tout le monde savait plus ou moins de quoi on parlait, alors que là, je pense que non. non, mais c'est parce que quand ils sortent à TVA, peut-être tout le monde va les écouter pour ceux qui écoutent TVA, mais tu sais, Martha, tu as raison, c'est comme honnêtement, là, je vais te dire quelque chose de vraiment gênant pour quelqu'un qui travaille en télé, mais bon, c'est enregistré. Moi, je n'ai pas écouté Euphoria, admettons. Je ne suis pas abonnée à la plateforme qui offre Euphoria. Je suis abonnée à Disney, je suis abonnée à Amazon Prime, je suis abonnée à Tout.tv, à Netflix, donc j'en écoute du contenu. Mais à un moment donné, il y a quand même juste 24 heures dans une journée, puis on essaye de dormir un peu. Donc, je suis consciente, Martha, que tout dépendant qui est abonné à quelle plateforme, on n'a pas les mêmes références. Parce que, tu sais, oui, tu peux butiner d'une plateforme à une autre, mais tu sais, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui sont abonnés à 2 plateformes. Aux États-Unis, on est rendu à 3 et à 4 plateformes d'abonnement par foyer, tandis qu'au Canada, on est plus encore autour de 2 plateformes. Donc, ça limite ça, les émissions. Puis oui, ça doit être effectivement difficile de trouver des émissions que tout le monde a écoutées. Ben, il y a des The Crown de ce monde, je pense que tout le monde les écoute pas mal. Ben, peut-être pas, là, c'est peut-être moi qui est snob. Là. Il doit y avoir en fait des. Non, mais il doit y avoir ça doit être aussi en fonction des âges aussi. Un peu comme. En fait, on revient peut-être. Là, je dis peut-être n'importe quoi, là, mais aux grilles de programmation, il y a des programmes qui sont pour les 49-65, puis il y a des programmes qui sont pour les 18-32. C'est peut-être un peu la même chose qui se passe avec le contenu pour les plateformes. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, en fait, quand tu produis, moi, je suis allée me promener sur Tout.tv, évidemment, puis il y a des choses, en fait, vous êtes par thématique, mais aussi par tranche d'âge. Donc, l'âge, il est pour quelque chose, là. C'est sûr que du contenu jeunesse en partant de 12 ans et moins, ça, c'est clair que c'est un contenu pour eux, puis c'est important que autant le parent que l'enfant de 7 ans, quand il rentre dans la plateforme, il trouve des contenus qui sont adaptés à son groupe d'âge. Oui. Ensuite, des fois, c'est difficile. Si on prend l'exemple de District 31, c'est quand même une émission qui rejoint à chaque jour environ 1 700 000 personnes, et ça, c'est du lundi au jeudi. Donc, c'est sûr que District 31, les âges, là, ça rejoint tout le monde, dans le fond. Puis, moi, parfois, dans les émissions jeunesse, ce qui me trouble aussi, c'est que des fois, je fais sortir des listes des émissions les plus écoutées par les 12 ans et moins. Puis des fois, les émissions numéro 1, c'est comme Unité 9. Puis là, je me dis, mais voyons, c'est quel enfant de 9 ans écoute Unité 9? Bon, là, tu vas me dire, c'est parce qu'ils ont comme c'est encore un petit peu vieillot, là, comment ils calculent les émissions, l'écoute, là, pour ceux qui ne le savent pas. Certaines personnes ont chez eux des. Je ne sais pas si vous savez comment c'est calculé, les codes d'écoute. Ben, vas-y donc, je pense que ce serait intéressant de le savoir. Ben, oui. Tu as des gens qui ont je ne sais pas comment on appelle ça, là, ils ont un petit outil qui capte, dans le fond, qu'est-ce que tu écoutes. Donc, ils remettent ça à quelques milliers de personnes, ce qui n'est pas beaucoup pour représenter la population. Et dans le fond, quand ces gens-là sont à la maison et ils écoutent une émission, bien, ça capte qu'est-ce qu'ils écoutent. Donc, c'est pour ça que tu peux avoir un 12 ans et moins qui est en train d'écouter Unité 9, mais c'est juste qu'il est dans la pièce en train d'écouter. Mais ça peut être papa.
C'est ça, ça peut être papa, puis pendant ce temps-là, c'est Unité 9 qui joue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les enfants sont quand même devant la télé à un moment donné, puis ils vont écouter beaucoup d'émissions qu'on appelle adultes aussi. Tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'ils vont être intéressés par Cinquième rang ou ils vont écouter d'autres émissions comme ça qui sont intéressantes. Tu sais, ils peuvent très bien écouter District 31. Quand tu vois des Star Academy, tu sais, Star Academy, le ciblage de cette émission-là, c'est à peu près tous les âges, là. Donc, oui, on fait des émissions parfois en pensant aux 18 ans. Tu sais, des fois, on fait des émissions comme Lou et Sophie, 6 degrés, les petits rois, tu sais, un peu à la pensée de Euphoria ou un peu en pensant à ce genre d'émissions-là. Dans le temps, il y avait j'essaie de trouver des références que vous pourriez Buffy the Vampire, ça c'est bien trop vieux pour vous autres. Toupie et Binou. Toupie et Binou, ça c'est jeune, 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 jeune. Mais ça fonctionne bien sur le web. Fait que, bref, oui, on pense à des clientèles, mais c'est ta clientèle cible, mais c'est sûr que tu risques de rejoindre beaucoup plus large. Tu sais. Surtout que le concept d'heure n'existe plus. Donc, dans le fond, une émission qui joue à 9 heures peut être disponible à n'importe quelle heure le lendemain matin. Quand on s'était parlé la première fois, tu m'avais dit il y a quand même pour les émissions jeunesse, donc quand même, tu es la spécialiste quand même. Il y a un déploiement qui est particulier, qui se fait sur de multiples plateformes, vraiment, en fait, qui utilisent le multiplateforme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr que les jeunes de 12 ans et moins, qui vont être l'autre génération qui est après vous, eux, je ne sais pas là, quand tu as 18 ans ou quand tu as 19 ans. Moi, j'ai une fille de 13 ans, puis elle est comme complètement née dans le principe de vidéo par demande par abonnement, de le téléphone, le iPad. Puis, tu sais, je sais qu'il ne faut jamais en télé faire N égale 1, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais se dire moi, je vis ça, donc le reste de la population vit ça. Il faut être conscient qu'il y a une très grande différence, puis c'est important de penser à tout le monde. Mais quand je regarde quand même dans le cercle élargi de ses amis et tout, on s'aperçoit quand même que cette génération-là de 12 ans, de 10 ans, de 9 ans, le principe de s'asseoir à la télé et d'écouter une émission à une certaine heure, ça ne fait vraiment pas partie de leur réalité. Ils sont nés avec des jeux sur leur iPad, tous leurs parents leur ont téléchargé une application de jeu. Donc, eux autres, c'est sûr qu'ils sont très dispersés dans tout ce qu'ils consomment. Donc, nous, si on veut rejoindre les 12 ans et moins, c'est sûr qu'on doit être présent partout. Tu sais, quand tu disais, vous êtes présent sur YouTube, puis dans le fond, c'est ma compétition. C'est comment on appelle ça, un ami-ennemi, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais dans le fond, les jeunes vont beaucoup sur YouTube. Donc, moi, si j'ai une émission qui s'appelle Alix et les Merveilleux, c'est sûr que je vais mettre des émissions d'Alix et les Merveilleux sur YouTube. Je ne vais pas toutes les mettre. Je vais en mettre quelques-unes dans l'espoir que dans l'engin de recherche, quand les parents cherchent des émissions ou que l'enfant cherche des émissions, ça ressort. Est-ce que tu Oui, excuse-moi, vas-y. Oui, vas-y. Est-ce que tu considères, parce que là, ça doit être une chaîne Radio-Canada sur YouTube, oui, c'est ça? Oui. Est-ce que tu considères ça comme de la cote d'écoute? Pour l'instant, non, parce que c'est pas calculé encore. Dans un futur proche, donc tout à l'heure, je vous parlais que c'était peut-être un petit peu désuet comment étaient calculés les codes d'écoute, mais il y a un travail en ce moment qui se fait avec Numéris pour être capable de ramasser tous les codes d'écoute, de pouvoir dire, voici, ça a été écouté, admettons, District 31 a été écouté à la télé, a été écouté tant de fois sur le web, parce que sur le web, il peut être disponible à plusieurs endroits parce que c'est difficile de gérer. C'est sûr qu'il est principalement écouté sur tout.tv. Puis après ça, l'écoute qu'il y a eu sur YouTube. Donc, ça, on essaie de tout le ramasser. Mais je vous dirais que l'important pour l'instant, c'est la découvrabilité. Quand je parlais tout à l'heure du principe de moi, je fais, avant le producteur, le diffuseur, moi, je fais une émission super intéressante. Je fais Rue des Pignons, je l'offre à la télé ou je fais. Rue des Pignons. Rue des Pignons, c'est vieux, hein, j'aime ça mettre des vieilles références. Mais je sais pas. Ça date de 1972, genre. C'est pour ça. T'es sérieuse? Ben, j'ai dû l'écouter. J'imagine, c'est vieux de même. Hey, c'est vieux en tabarouette. Peut-être pas 72, 78, OK? OK. Mais bref, les pays d'en haut, admettons. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté les pays d'en haut. On le met à la télé, beaucoup de gens l'écoutent. Mais après ça, quand tu es sur le web, le principe de découvrabilité, c'est faire découvrir ton émission. Tu veux que les gens sachent que ton émission, elle existe. T'sais. Quand on fait des web-séries, comme nous, on fait beaucoup de séries qui ne sont que sur tout.tv. Ça, c'est dans mon département aussi. Donc, on va faire des séries
comme on a fait l'auto-méno avec Véronique Cloutier. Bon, vous n'êtes pas encore ménopausée, mais pour ceux qui ont des mères ménopausées, tout le monde a écouté l'auto-méno, je peux vous le dire. On a fait, mon Dieu, tellement d'émissions qui ont été quand même un bon succès, plusieurs avec Marie-Lou, beaucoup avec Sarah-Jeanne Labrosse. Bref, on fait des émissions comme ça qui ne sont que sur tout.tv. Et ceux-là, c'est sûr que ça prend beaucoup de promotion. Ça prend de la promotion sur Facebook, ça prend de la promotion à plusieurs endroits parce que là, il faut vraiment dire aux gens, « Hey, by the way, il y a une super bonne émission qui s'appelle Passion poussière avec Sarah-Jeanne Labrosse. Venez l'écouter. On est chanceux d'avoir la télé pour le promouvoir. Mais c'est vraiment, comme, il faut vraiment que tu fasses passer le mot. Puis c'est pour ça que notre star system est si important. Puis ça, c'est un facteur qu'on a au Québec qu'il ne faut pas perdre. Tu sais, peut-être que vous entendez parler à quel point c'est important d'avoir du contenu francophone, du contenu québécois. Tu sais, moi, je suis contente que tout le monde soit abonné, admettons, à Netflix. Ils font du beau contenu. Mais demain matin, si c'est Netflix qui a 100% des abonnements au Québec, Netflix n'a pas besoin de faire de contenu canadien, n'a pas besoin d'avoir des émissions qui reflètent un petit peu notre réalité avec notre star system. Tu sais, c'est sûr que nous, on a été chanceux, on a pu bâtir un star system, puis on a une belle relève de vedettes. C'est le fun parce qu'on se reconnaît un petit peu plus dans les émissions. Tu sais, on n'est pas obligé de se reconnaître nous-mêmes, c'est quelqu'un de cet âge-là qui est dans cette émission-là, mais ça se passe au Québec, ça ressemble à des histoires qu'on vit. Mais ça c'est en danger dans le futur. Parce que demain matin, le contenu vidéo ne pourrait être qu'offert par Netflix, Amazon Prime, des entreprises qui ont des milliards de dollars et pour qui la vidéo n'est pas si importante. Tu sais, un Apple TV, là, on se comprend. Il a sa chaîne, il a sa plateforme, mais lui, il a une plateforme pour vendre des ordinateurs, pour vendre des téléphones. Fait que lui, là, sa poche d'argent est illimitée parce qu'ils vont vous vendre des ordinateurs. Amazon Prime Video, pour ceux qui sont abonnés, bien, c'est pas compliqué. Amazon Prime Video, tu es abonné parce que tu es allé chercher la livraison gratuite. Lui, Amazon Prime, là, c'est pas Amazon Prime qui veut te vendre. Il veut te vendre des souliers, il veut te vendre des sacoches, il veut te vendre du linge, il veut te vendre whatever que tu vas acheter. Donc, c'est drôle parce que dans le monde média, c'est pas tous des gens qui sont centrés vers le média. Ils peuvent Vous ne jouez pas la même game. Vous ne jouez pas du tout la même game. Ah non, écoute, moi, je suis en culotte courte à côté de ces gens-là. Là. C'est comme, non, mais tu sais, on n'a pas les mêmes poches, mais notre force à Radio-Canada, puis aussi la force de TVA ou Nouveau, c'est de faire des contenus francophones pour qu'on prend des vedettes d'ici, puis on fait du contenu d'ici, ce que les autres font beaucoup moins. T'sais. En fait, ce que tu disais, c'est ça, c'est qu'en fait, tout.tv, comme Radio-Canada francophone, là, puis CBC du côté anglophone, c'est de la télé, on va dire télé au sens large, identitaire. Donc, on parle français, on a notre Star System, on parle de notre culture, puis c'est ça que tu promeus dans notre petit Québec, et puis dans certains cas, tu peux le vendre aussi, tu fais de la distribution aussi, on en parlera peut-être, là. Mais tu sais, quand on a une émission avec Louis-François Marcotte qui se promène, bon, tu sais, on a fait ça durant la pandémie, ça s'appelle, il y en a encore, Être demandé. Puis, tu sais, tu as Louis-François Marcotte qui s'en va dans des restaurants, puis tu es en pleine pandémie, puis il est là pour les aider, puis leur montrer comment arranger leur restaurant. Tu sais, c'est vrai, il y a des restos en région, puis là, tu fais, je suis allée dans ce resto-là, puis tu sais, c'est le fun de voir cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait. Donc, tu as des émissions comme ça qui sont super intéressantes parce que c'est comme des docu-réalités, mais qui se passent chez nous. Tu sais, on a fait aussi une web-série, Je voudrais qu'on m'efface, qui a gagné à peu près tous les prix dans tous les festivals. Mais tu sais, c'est une série super intéressante qui montre un Montréal hyper pauvre, des gens qui vivent une éviction probable de leur appartement. Beaucoup de diversité, puis crime, ça a touché tout le monde, puis on a eu des millions de visionnements sur cette série-là. Fait que tu te dis, Colin, c'est le fun de montrer pas toujours des appartements super dispendieux, que pas tout le monde va... Fait que, dans le fond, ça nous donne l'idée que les gens ont le goût de se faire conter des histoires différentes. Tu peux passer d'une émission bien facile à L'œil du cyclone, qui est super intéressante, avec Christine, là j'ai un blanc de mémoire, Brouillette, non, bref, avec et Véronique Cloutier, à une émission beaucoup plus réaliste et plus difficile à écouter, mais tout ça, c'est un ensemble de contenus
Et là, on parle beaucoup, mais tu peux offrir aux gens s'ils ont des questions, mais peut-être que vous êtes gênés de poser des questions. Oui, mais c'est ça, je vais revenir, mais très rapidement, on va finir cette espèce de segment sur ce qu'est la télévision, puis ce qu'est... J'ai parlé longtemps, moi, Marie-Odile. Après, on va aller au métier d'eux, mais deux choses que tu me fais penser là-dedans, mais la première, je l'ai oubliée, c'est dommage. Tu parles de découvrabilité, a priori, je vais revenir à ça, c'est que, a priori, au début, là, la télévision, puis Martha pourra me reprendre là-dessus, mais il me semble que la télévision avait des fonctions très locales, a comme deux fonctions, c'est pas le bon mot, là, mais c'est-à-dire de parler de la météo, comme la radio aussi, là. Il y a quelque chose de, tu sais, le broadcast, là, c'est parler de ce qui se passe dans la région. Et donc, quelque part, avec ce que tu nous racontes, de faire des émissions, des web-séries très... qu'est-ce qui se passe à Montréal, les restaurants de la région du Québec, quelque part, vous êtes encore plus collé à la mission, possiblement, de Radio-Canada et de la télévision. Est-ce que, Martha, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette idée de... Proximité. Oui, on appelle ça de la proximité. De proximité. Oui, ben oui. Excellente question. Mais, non, effectivement, c'est une question qui émerge aussi quand on voit, par exemple, le succès de certaines séries québécoises. Je pense à Féminin, qui a eu une portée à l'extérieur du Québec aussi, mais et a causé énormément de questions sur comment y accéder. Je me souviens que beaucoup de personnes en France ont dû soit détourner les réglementations pour réussir à y accéder, puis c'est plus quel choix commerciaux a été fait pour le rendre accessible ailleurs et aux États-Unis aussi d'ailleurs. Donc, c'est intéressant de se poser la question comment voilà. C'est sûr aussi que le fait de ne pas avoir de limite de temps. Donc, tout d'un coup, c'est sûr qu'une grille de programmation, ça n'existe pas dans mon monde. Ça existe dans mon monde jeunesse parce qu'on fait le matin de 5h30 à 9, puis la fin de semaine, puis là, oh my God, où est-ce qu'il y a plus de 8 ans? Où est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Mais dans la réalité de Tout.tv, la beauté, c'est qu'on n'a pas de limite, on a des limites de budget. Donc, ça nous permet d'avoir ce que comme quand tu rentres chez Netflix, tu as des line-up. Tu as des line-up sur notre plateforme, puis on a aussi la line-up région où est-ce que tu peux aller voir des contenus régionaux qui sont faits. Tu as toutes sortes de contenus qui sont de partout au Canada. Nous autres, c'est sûr qu'on dessert les francophones à travers tout le Canada. Donc, c'est ça qui nous permet d'offrir plusieurs contenus. Et oui, ça permet de mettre en valeur toutes sortes de contenus qui sont plus régionaux. Pour ceux qui ne se promènent pas sur Tout.tv, mais je suis sûre que vous y allez tous un petit peu, vous êtes allés avant la rencontre, on a aussi des contenus de Télé-Québec puis TV5 et on a aussi des contenus de France Télé et de la RTBF en Belgique. Donc, ça, pour nous, c'est important. C'est sûr que, c'est normal, on avait un rêve fou à mener d'essayer de se dire on va être une plateforme qui accueille aussi d'autres diffuseurs qui n'ont pas les moyens. C'est bon, Télé-Québec, c'est provincial, c'est autre chose, c'est une autre réalité. Ils ont une plateforme super intéressante de contenu gratuit, mais ils n'ont pas une plateforme payante. Donc, nous, on s'est dit, on va être terrain d'accueil pour plusieurs endroits, puis ça peut être le fun aussi d'offrir une fenêtre de plus à ces contenus-là dans une partie payante. Donc, on a Télé-Québec, donc vous pouvez retrouver Passe-Partout, plein de contenus Télé-Québec dans la partie Tout.tv Extra, des contenus de TV5, et on a fait aussi des échanges de contenus avec la France. Donc, France Télé nous envoie des contenus et nous, on envoie des contenus sur leur plateforme. C'est sûr que ça prend bien de l'énergie puis bien des discussions, mais il y a beaucoup de possibilités avec les plateformes. Tu peux aller vraiment là, dans le précis, là, offrir un contenu régional d'Ottawa sur une musique, puis offrir un contenu qui plaît à tout le monde, puis en même temps offrir un contenu qui vient de France Télévisions, qui est plus... Donc, c'est ça la beauté, c'est que des plateformes comme ça, puis vous les consommez, c'est des catalogues. Puis, on a la chance d'avoir quand même la télévision parce que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est super drôle. Tu sais, Netflix, c'est sûr qu'on passe des heures, des fois, à essayer de trouver du contenu. Tu sais, pour ceux qui connaissent Cyprien, il a fait une vidéo, mais tellement hilarante, qu'il représentait toutes les différentes plateformes, puis comment il présentait son offre, puis comment tu peux passer bien du temps à essayer de trouver un contenu. Tu peux passer une demi-heure sur Netflix, après ça sur Disney, après ça sur Amazon, avant même de
de trouver le contenu qui va plaire à tout le monde. Tu sais, moi, avant de trouver un contenu qui me plaît, qui plaît à mon chum, puis à ma fille, des fois, ça peut prendre bien du temps. Oui. Donc, nous, c'est sûr que d'avoir une chaîne télé, ça permet de mieux faire connaître les contenus. Les gens en ont entendu parler un petit peu. Quand on est arrivé, admettons, avec Le Monstre. Tu sais, Le Monstre, c'était connu, c'était un livre, c'était une histoire vraie d'une fille qui ressemble à tout le monde qui est ici, puis qui a failli finir tuée, battue par son conjoint. Donc, dans le fond, c'est une émission qui a eu beaucoup, beaucoup de succès sur notre plateforme et c'était un buzz, là, tu sais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en parlaient. Donc, c'est le fun d'avoir cette découvrabilité-là. Et on voit que c'est important parce que Netflix, en France, essaie d'avoir une chaîne linéaire aussi. Essaie d'avoir une espèce de Netflix ongoing pour que les gens rentrent et découvrent un peu les séries. C'est pour ça aussi que quand tu rentres sur Netflix, depuis à peu près 2 ans, tu as une petite vidéo qui part pour essayer de t'accrocher. Oui, Donc, oui. Est-ce qu'il y a des... on a dit tellement de choses, il y a peut-être des questions, je suis certaine, en fait. vous vous êtes gêné de poser une Mais question. oui, c'est sûr, le monde sont gênés, puis là, je viens de leur dire ça. Victor, oui. T'es où? Ah, t'es là. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, alors oui, j'ai une question. En fait, j'ai 2 questions, si c'est possible. bien sûr. Première question, pour le travail, est-ce que vous avez des bureaux à Québec ou à Sherbrooke ou est-ce que tout est centré à Montréal pour ce qui est de tout.tv? Est-ce qu'il y a du monde qui, en plus, en télétravail, pour l'instant, c'est un peu difficile de travailler en télétravail sur un plateau, mais est-ce que ça a un peu excentré votre production, la pandémie? Nous, c'est sûr que, bon, on le sait, Radio-Canada a des bureaux régionaux à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Donc, dans le fond, tu as des productions régionales, tu as l'information qui se fait en région, puis je vous dirais que les régions, tout le contenu régional a beaucoup, beaucoup de succès sur le web aussi, sur radiocanada.ca. Pour ce qui concerne tout.tv, bien, c'est sûr qu'on est une toute petite équipe. Tu sais, j'ai l'air de parler de quelque chose qui est immense, là, mais on est vraiment une mini équipe parce que ce n'est pas nous qui fait la production. Donc ça, c'est un point important à vous dire, c'est que la majorité des diffuseurs, la manière que le système est fait, ce n'est pas nous qui produisons. Toutes les émissions sont faites par un producteur externe. Donc, c'est toutes des boîtes de production avec qui on travaille, mais nous, on ne produit pas. Fait que moi, j'ai une toute petite équipe pour tout.tv, bien, toute petite équipe. Est-ce que c'est le cas aussi pour des choses, genre tout le monde en parle, qui est quand même dans les studios de Radio-Canada, c'est Zone 3? Non, c'était avant-ti, il est arrivé certains. En tout cas, bref, ça pour dire que c'est une boîte externe. Oui, Et c'est ça. Donc, nous, même quand je dis on produit des web-séries, c'est toujours avec des producteurs. Parce que la façon que le Fonds des médias fonctionne, que les budgets fonctionnent, que le financement d'une émission fonctionne, c'est toujours fait par un producteur externe. Donc, moi, dans mon équipe, j'ai plus, tu sais, quelqu'un qui travaille à l'acquisition, regarder les contenus qu'on acquiert, 2 personnes qui travaillent avec les producteurs pour faire les contenus, des édimestres qui mettent les contenus en ligne. Donc, cette réalité-là fait que c'est à Montréal qu'on le fait. Et pour l'instant, pour Radio-Canada, on n'a pas eu de règles tout à fait pour le télétravail, mais nous, c'est sûr qu'on nous demande une certaine présence là, quand il va y avoir un retour au bureau. Donc, c'est ça ma réalité. Victor, ta deuxième question? Oui, ma deuxième question, déjà merci. Et puis ma deuxième question, c'était en France, j'ai entendu dire comme quoi M6 et TF1 allaient former un seul groupe pour rivaliser un peu les productions américaines. Est-ce que ici, c'est envisageable que, étant donné que vous avez parlé de la difficulté, puis comme quoi c'est important de faire du contenu francophone, que Québécois, bon là, tout.tv, c'est public, là, avec Radio-Canada, mais qu'il y ait une espèce de groupe qui se forme pour être plus gros et donc avoir un plus gros contenu. Parce que, par exemple, quand on veut regarder certains films québécois, Éléphant, qui appartient à un Québécois, c'est comme pas pratique. Une fois, j'ai regardé un film sur Éléphant, mais c'est pas autant un peu vieux. Là, fait que je me demandais si ça allait peut-être arriver un jour ou si c'était pas du tout dans les plans. Oui, mais là, attends, Éléphant, c'est de l'archive des vieux films qui sont remasterisés pour être disponibles. Au contraire, c'est quasiment philanthropique comme initiative. Oui, mais c'est une plateforme de diffusion. Oui. Ça pourrait être... Mais tu sais, je pense qu'il y a une différence entre qu'est-ce qu'on aimerait et la réalité. C'est-à-dire qu'en France, dans le fond, il y a en ce moment M6 et TF1, dans le fond, c'est comme Bell et Québécois. C'est 2 entreprises, tu le sais mieux que moi, mais bref, c'est 2 entreprises privées. Et si je me rappelle bien, c'est TF1 qui est en train d'avaler M6, je crois.
Donc, ça va leur permettre de faire une plateforme. En même temps, en France, c'est un peu compliqué aussi parce qu'ils se sont fait une plateforme qui s'appelle Salto, dans laquelle tu retrouves des contenus de France Télévisions, dans laquelle tu retrouves des contenus d'M6, dans laquelle tu retrouves des contenus de TF1. Toutefois, comme ce n'est pas la plateforme qui appartient à chacun des diffuseurs, ils n'envoient pas sur cette plateforme-là leurs contenus les plus forts. C'est très compliqué. Hein? Dans le fond, fait que là, je compte des histoires longues, mais pour l'utilisateur, c'est vraiment tannant. Je suis d'accord avec toi, Victor, ça n'a comme pas de bon sens. Tu te lèves un matin et tu te dis, moi, je m'abonne à quelle plateforme? Puis, OK, juste au Québec, OK, je peux m'abonner à Club Illico, il y a plein de contenus. Le Club Illico, ben là, il m'offre vrai maintenant. Fait que c'est une autre chaîne. Puis là, j'ai Crave qui est intéressant. Puis là, j'ai tout.tv. Puis... Sauf qu'en ce moment, on est dans une période où est-ce que tout le monde veut bâtir sa propre plateforme. Puis moi, j'ai l'impression, mais tu sais, c'est pas nous qui va décider. Un jour, j'ai comme l'impression qu'on va revivre ce qui est arrivé avec les câblos-diffuseurs. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver qui va dire, ben moi, je vais vous proposer un abonnement qui s'appelle le bouquet. Youpi.ca, puis à travers cette plateforme-là, tu as toutes les autres. Mais en ce moment, même les Américains, je veux dire, ils arrivent au Canada, puis ils lancent chacun, tu sais, CBS lance sa chaîne, Peacock lance le sien. Il n'y a aucun regroupement en ce moment. Là, c'est la ruée vers l'or. Tout le monde veut son terrain. J'ai l'impression que dans 8 ans, ou bref, pour l'utilisateur, c'est compliqué, puis pour nous aussi, parce que ça fait que les gens se désabonnent puis s'abonnent, tu sais, donc c'est une réalité. Hein, c'est pas évident. D'autres questions? Oui, ben, peut-être. Oui, non, en poursuivant la réflexion, effectivement, ça donne vraiment l'impression que des géants comme Netflix vont clairement rester dominants pendant très longtemps, dans le sens où je peux facilement vouloir m'abonner à une petite plateforme pour suivre une série en particulier, mais me tanner assez rapidement. Donc, alors que Netflix, potentiellement, contient énormément de contenu. Donc, voilà, je comprends la question de l'échelle, de la taille de la chose. Est-ce que vraiment, donc, c'est cette question-là, ou bien est-ce que Netflix a tellement de contenu, mais voilà, mais aussi on pourrait se tanner de Netflix, dans le sens où on pourrait vraiment vouloir insister à s'abonner à des petites plateformes ou des plateformes plus locales pour une question de voilà, plaisir de retrouver des contenus de niche, et donc finalement... il y a peut-être de l'espoir pour autre chose que Netflix. Ben, on s'aperçoit quand même, c'est ça, c'est dans le fond, on va se le dire, on sait que Netflix a la grosse part de la tarte, mais on s'aperçoit que nous, on est comme un bon deuxième, admettons. On est là, oui, tu as Netflix parce que tu n'as pas le choix de t'en passer, parce qu'il y a plein d'émissions, puis tu veux écouter Squid Game parce que tout le monde t'en parle, puis tu te dis que tu vas de l'air niaiseux si tu ne l'as pas écouté, tu sais. Mais en même temps, tu connais une Sarah-Jeanne Labrosse, tu aimes un Claude Legault, tu aimes une Laurence Leboeuf, tu aimes une Julie Perrault, puis tu te dis, oh mon Dieu, ils viennent de sortir une nouvelle émission. Donc, c'est sûr que, étant donné que moi, je travaille sur tout.tv, puis je travaille aussi pour le secteur jeunesse, je passe ma vie à être stressée, tu sais, parce que moi, je n'arrête pas de me dire, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? C'est-à-dire, est-ce que dans le futur, à un moment donné, justement, tout le monde va être abonné à Netflix, puis ça va être juste ça, puis ils vont être abonnés aussi à Crave, ou non pas à Crave, excusez, à Amazon Prime, parce qu'ils ont tellement plus de contenu. Est-ce que Netflix, un jour, va être acheté par Apple, puis ça va devenir une grosse affaire, puis là, tu vas avoir ton téléphone, puis quand tu achètes ton téléphone, tu as leur plateforme gratuite anyway. Et ce qui me stresse, c'est que les jeunes de demain, ils ont de moins en moins un lien avec le Star System. Tu sais, je pourrais vous poser la question à chacun, mais ça pourrait être long de, est-ce que vous connaissez les vedettes québécoises? Est-ce que vous connaissez, Véronique Cloutier, est-ce que vous connaissez une Julie Perrault? Mais la clientèle de 7 ans, de 8 ans, de 13 ans de ma fille, comme sa consommation a commencé sur toutes les plateformes, ils ont un attachement un petit peu moins fort au Star System. Donc ça, c'est vraiment un travail de diffuseur public de se dire, il faut vraiment, on veut que les jeunes restent quand même un petit peu attachés à ce qui se passe au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Canada francophone? Mais mon Dieu, le Star System, c'est important juste pour dire que tu as une identité et tu t'attaches un petit peu et tu grandis un peu avec ton diffuseur public ou avec la télé, puis tu la consommes par après. Donc,
on ne peut pas échapper une génération, puis on ne veut pas échapper non plus l'avenir. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai pas le goût de vivre. Tu sais, c'est qui disait, c'est Churchill qui se disait, tu sais, je vais mal le dire, là, mais tu sais, si on se bat, tu sais, pourquoi avoir de l'argent pour la culture? Pourquoi pas prendre cet argent-là puis juste la mettre pour la guerre, puis la mettre pour nos armées, puis il disait, mais si on ne se bat pas pour notre culture, on se bat pour quoi? Parce qu'à quelque part, on a une identité, on existe ici, et la culture, ça fait partie de nous. Donc, je ne suis pas sûre que j'aurais le goût d'un monde où est-ce que nos valeurs sont dictées par ce que Netflix met en ligne. Tu sais. On représente quand même des valeurs différentes ici. Donc, c'est pour ça, quelque part, que Tout.tv ou Radio-Canada ou TVA aussi, qui, je pense aussi sont un porteur des valeurs culturelles d'ici. Ils travaillent beaucoup avec le Star System, là. Beaucoup, autant que vous. Donc, ça ne peut pas tomber. C'est pour ça qu'il y aura toujours, quelque part, un diffuseur local, si on veut dire, ou national ou régional. Oui, mais s'il n'est pas écouté, tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça reste qu'il faut, tu sais, c'est pour ça qu'on travaille fort, puis que, tu sais, mais c'est ce qui m'amène à te poser la question sur la découvrabilité. Parce qu'en fait, la découvrabilité, pour revenir avec ça, c'est un terme de marketing, on s'entend. Oui. Puis, à l'origine, le télédiffuseur, c'était pas ça sa job, hein, de faire du marketing. Donc là, OK, tu as parlé beaucoup du Star System qui existe en dehors de toi, mais avec lequel vous collaborez. Tu sais, ça se nourrit, les deux fonctionnent ensemble. Mais concrètement, là, puis là, ça nous amène vers le métier, là, vers les multiples métiers du télédiffuseur. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire faire la découvrabilité concrètement? Ça veut-tu dire faire du marketing sur Instagram? C'est quoi? Tu sais, mettons, faire des capsules différentes par type d'émission, puis les envoyer sur telle plateforme, faire de la radio, faire du journal. Tu sais, c'est quoi? Ben, c'est ça. Tu l'as bien dit. OK. Dans le fond, un plan de découvrabilité, ça commence par, ben, comme je vous le disais, on est chanceux, on a quand même une chaîne linéaire qui est écoutée quand même par des millions de personnes, donc tu le mets là. Mais ensuite, c'est des plans de promotion selon nos cibles, exactement de faire des extraits, de donner des entrevues à la radio, de faire des capsules radio. Je veux dire, la radio amène beaucoup aussi au numérique. Oui. Donc, c'est tout ce travail-là sur différentes plateformes, des moyens différents qui font qu'on en entend parler. Donc, tu en entends parler, puis tu dis, ah, ben OK, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, vous en faites bien plus. Beaucoup plus d'argent, à mon avis, est investi là-dedans qu'il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Non? Oui, c'est sûr. Oui. Oui, bien, je veux dire, de toute À façon, cause de les la réseaux sociaux. diversité des contenus, là. Les réseaux sociaux n'existaient même pas dans ce temps-là. Puis, tu sais, je veux dire, tu mettais une émission, puis tu mettais Candy, le mariage de Candy à la télé, c'était pour les 9. Non, c'était plus jeune que ça, puis tu avais 2 millions de personnes qui écoutaient. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail et que c'est des métiers différents. Des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est comme ça n'existait pas avant. Le marketing est différent aussi. Donc, c'est. Mais tu sais, moi, je suis un petit peu curieuse, Martha, mettons tous les gens qui sont ici aujourd'hui, l'intérêt ou c'est quoi les genres de métiers qui sont discutés, admettons, dans les cours? Tu sais, les gens qui sont ici, ils veulent s'en aller vers quoi en télé? On peut poser la question aux gens qui sont ici. Qu'est-ce qui les Est-ce intéresse? qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de tenter dans le métier de les métiers de la télévision? Tu sais, comme Alix, là. Alix, il y a des Chloé qui est prête à répondre. Ah, pour le plaisir. Pour le plaisir, personnellement, c'est très bien aussi. Donc, Alix, toi, si tu ouvres ton micro et tu nous dis qu'est-ce que tu aurais le goût de faire en télé, qu'est-ce que tu regardes avec ton étude? Ben, disons que la scénarisation, c'est quand même intéressant. Mais je suis pas trop renseignée sur la diffusion, en fait. Mais je me suis rendu compte aussi que peut-être ça pourrait être une place que je pourrais m'orienter comme la diffusion ou choisir dans les festivals comme c'est un peu ça aussi de la diffusion, là, c'est choisir le contenu. Puis ça, ce serait comme quelque chose peut-être qui pourrait m'intéresser là-dedans. OK. Non, c'est ça, c'est très large, la télé. Ben, oui, Victor.
Vous m'entendez bien? Oui, mais tu as disparu. Ok, j'ai juste pas de caméra, désolé. Oui. Moi, en soi, ce qui me plairait beaucoup, c'est surtout le caractère du direct, comment il a été revu ces dernières années, et notamment avec des plateformes comme Twitch et comme on le fait là particulièrement avec YouTube et la rediffusion en direct, et le fait que justement, il y ait beaucoup de nouvelles productions qui s'intéressent à ce milieu-là, qui étaient amateurs, par exemple, avant, c'était surtout des personnes qui jouaient aux jeux vidéo, qui rediffusaient leurs parties, ou c'était des petits événements. Et là, maintenant, on a des grosses productions qui s'intéressent et qui décident de mettre de l'argent dedans, comme Facebook avec Facebook Watch, etc. Et moi, j'avoue que c'est surtout ça aussi qui m'intéresse pour, quand on parlait tout à l'heure de la question de l'utilisateur et comment on pouvait se mettre dans la place de l'utilisateur, bah là, on a directement sa réaction. Donc, on sait que si on fait quelque chose de mal, on fait quelque chose de mal. Et si ça marche, ça marche. Et c'est ça que je trouvais qui était vachement intéressant. Et l'aspect de ma génération à moi, des jeunes de 18-25 ans, qui ont un aspect très instantané, très on veut du contenu maintenant tout de suite et on veut tout d'un coup. Et là, on a directement la réaction et on peut tout de suite affiner ce qu'on doit faire pour nos contenus. Donc moi, ce serait plus quelque chose comme ça qui m'intéresserait beaucoup dans la télévision. Dans Mais le direct. voilà. Ouais. Écoute, tu sais, le direct, c'est blanc et noir. C'est-à-dire que, tu as raison, tu as vraiment des événements qui attirent le direct. Tu sais, je veux dire, les Jeux olympiques, on l'a vu, en télé, ça a été moins fort parce qu'on rediffusait plus tard. Et c'est vraiment le numérique qui a été très fort pour les Olympiques parce que les gens, dans le fond, tu ne veux pas voir plus tard, tu veux le voir live, tu veux sentir le stress de la personne qui va gagner ou pas. Tu veux des émissions comme Tout le monde en parle ou Star Academy, les gens l'écoutent en direct parce que ils ne veulent pas découvrir par hasard qui est-ce qui a gagné. Il y a comme un feeling à aller avec le direct. Mais dans le fond, ce qui se passe en ce moment avec le direct, c'est que tu as vraiment des émissions qui s'y prêtent puis qui amènent beaucoup de monde. Mais beaucoup d'émissions de fiction, ben là, d'un autre côté, les gens sont comme, hey, tu sais, autant tu veux écouter le direct avec certaines émissions que la vidéo on demand, la possibilité d'écouter ton émission comme tu veux, dans ton salon, dans ta salle de bain, où est-ce que tu veux. Cette partie-là est vraiment importante. Tu sais, je veux dire, une émission de fiction, tu as peut-être, oui, tu pourras avoir le goût de voir ce que les autres disent en même temps, mais en même temps, la valeur du on-demand est très importante. Fait que ça, moi, je te dirais que pour un diffuseur, c'est pour ça aussi que tu as des chaînes de sport en vidéo on-demand qui, il y en a de plus en plus, puis c'est fort parce que les gens, surtout le sport, veulent l'écouter en direct. Twitch, c'est une autre petite bébite, hein, quand même. Twitch, c'est... moi, je m'y arrête quand même beaucoup pour la clientèle jeunesse. Puis c'est sûr qu'en tant que diffuseur public, j'ai un petit malaise parce que il y a eu beaucoup de problèmes aussi de harcèlement sur Twitch, beaucoup d'intimidation sur des joueurs par rapport à plein d'éléments qu'on se comprend que l'intimidation, ça se fait encore beaucoup. Bref, donc, c'est tout le monde qui parle en même temps, puis tout le monde se dit qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'est difficile de faire de la modération. Donc, c'est difficile pour nous en tant que diffuseur public de... c'est important, puis c'est beaucoup lié avec le jeu encore. Puis oui, tu as certains qui vont diffuser en même temps. Tu peux en faire un événement, mais je ne suis pas sûre que je diffuserais toutes les émissions puis que les gens parlent. En ce moment, peut-être avec ce qui se passe dans le monde, c'est un moment difficile parfois avec les réseaux sociaux et tout ce que les gens disent. Vous voyez ce qui se passe avec nos journalistes qui se font agresser autant physiquement qu'en ligne. Il y a beaucoup de modération à faire. Ce n'est pas évident en ce moment. Les gens sont... Il y a beaucoup de haine ou beaucoup de différence entre les pensées. Puis les gens se permettent d'être sur Internet ou sur Twitch ou ailleurs, de dire des choses qu'ils ne diraient jamais en personne. Donc, c'est un moment plus difficile, je vous le dirais. Ouais, C'est intéressant parce que... Oui, vas-y, Martha. Non, parce qu'il y a certaines expérimentations comme Scam, dont on avait parlé peut-être la dernière fois quand on s'est vu de manière informelle, série donc norvégienne qui a été diffusée par un diffuseur officiel linéaire, mais aussi à travers des réseaux sociaux et qui a eu énormément de succès auprès des jeunes, justement parce qu'elle passait par des supports comme le téléphone portable et tout ça, et qui a été adapté dans plusieurs pays. Donc, je me demandais si ça reste un exemple unique, un peu isolé, ou bien si c'est un modèle, aussi en pensant à ton expérience dans le transmédia et de la convergence dont on a parlé tout à l'heure, si c'est le fait de déployer le même récit par le biais de plusieurs supports
que ça soit en même temps, en synchrone ou non. Si c'est quelque chose qui peut avoir de l'avenir ou bien si ça reste, c'est ça, des expérimentations un peu... Bien, le diffuser à différents endroits, ça va toujours rester fort. Tu sais, nous autres, il y a des émissions on a fait des tests un jour d'arriver avec une émission puis la diffuser sur Facebook en même temps qu'on la diffusait sur YouTube, en même temps qu'on la diffusait sur tout.tv. On a fait des tests. C'est sûr que la partie émission dont vous êtes le héros, là, qui fait que les gens écoutent l'émission, puis là, qui peuvent donner une implication, puis que là, ça change le récit, je vous dirais que ça a eu ses heures de gloire un petit peu, puis it went away. J'ai l'impression que les gens ont le goût de se faire conter une bonne histoire. Puis, tu sais, c'est pas pour rien. Tu sais, bon, tout à l'heure, Alex, tu nous parlais que tu serais peut-être scénariste. Tu sais, tu as des bons scénaristes qui sont payés puis qui comptent des bonnes histoires puis qui s'assurent que c'est écouté. Fait qu'il y a comme un côté où, dans le fond, il y a quand même une partie des gens qui ont le goût de relaxer des fois quand ils écoutent une émission. Tu sais, fait que tu as un côté où tu te fais porter puis, tu sais, genre, je me fais conter une histoire, je lis un bon livre. Tu sais, des fois, il y a des idées comme ça qui apparaissent. C'est vraiment drôle. Moi, ça m'a fait... à un moment donné, il y a eu la mode des histoires courtes. Donc là, il y a un jour, il y a quelqu'un qui a dit, les gens écoutent des émissions sur les téléphones cellulaires, donc ils ont besoin d'histoires courtes. On ne leur contera pas des longues histoires. Et là, mon Dieu, comment ça s'appelait cette plateforme-là? Quibi ou Quibi? Quibi. Donc, la plateforme Quibi, là, ça lève des millions. C'est une idée extraordinaire. Les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps pour écouter, fait qu'on va faire des émissions courtes. Mais ils ne sont pas arrêtés à vraiment penser qu'est-ce que les gens veulent. Les gens, là, peut-être certains d'entre vous, quand tu lis un livre, là, c'est pas parce que tu le lis dans l'autobus que tu veux un livre qui dure juste ton trajet d'autobus. Tu lis un bon livre, ben, tu vas le lire à la maison, tu vas le lire à mener dans l'autobus. Il est bon. C'est comme, de toute façon, quand tu lis un livre que tu aimes, tu ne veux pas que ça finisse. Tu sais, des fois, tu finis qu'une émission de télé et tu as l'impression de t'ennuyer d'eux autres. Donc, le principe de format court, parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps, ça ne tenait pas la route. C'était une fausse bonne idée. Les gens veulent des bonnes histoires, puis ils sont prêts à, ben oui, écouter 15 minutes là, puis écouter 10 minutes là, puis à un moment donné, ils ont une demi-heure, ils écoutent une demi-heure. Donc, moi, je vous dirais, tu sais, quand vous allez rentrer dans ces nouvelles jobs-là, tout dépendant de ce que vous faites, il y a des bonnes idées, puis c'est correct aussi d'avoir des fausses bonnes idées. Mais tu sais, c'est pas mauvais de comparer à d'autres médias. Tu sais, moi, je trouve la comparaison avec le livre est vraiment bonne. Tu sais, il y en a plusieurs qui ont lu Sapiens, puis Sapiens, c'est 500 pages, ou ça, je ne sais plus. Ils ne sont pas arrêtés parce qu'ils font des trajets d'autobus de 20 minutes. Là. Donc, dans le fond, je trouve que c'est super important de... Tu sais, moi, des fois, on me présente des affaires, puis je fais « Ah, c'est le fun ». D'autres, je fais comme « ben là, c'est parce que tu ne comprends pas qu'on fait ça, puis c'est nouveau, puis tout. » Ben, il y a des bonnes idées, il y a des moins bonnes idées, mais au-delà de tout ça, il y a des bonnes histoires à raconter. Fait que, tu sais, s'il y en a qui ont le goût d'être producteurs, s'il y en a qui ont le goût d'être auteurs, s'il y en a qui ont différents métiers, mais nous, des fois, les gens nous disent « Ah, est-ce que vous avez des émissions qui fonctionnent super bien sur tout.tv, mais qui ne fonctionnent pas à Radio-Canada ou vice-versa? » Puis c'est drôle parce que souvent, c'est les émissions qui fonctionnent bien, ben, ils fonctionnent bien partout. Oui. Puis des fois, tu as des émissions qui fonctionnent moins bien, puis c'est correct aussi. Des émissions, des fois, qui sont vraiment aimées, là, mais qui ont des codes d'écoute un petit peu plus basses, puis c'est correct aussi parce qu'ils racontent des histoires différentes, puis c'est un peu le rôle de Radio-Canada, des fois, de faire des émissions un petit peu différentes. Des fois, on n'est pas obligé d'atteindre le million tout le temps. Donc, c'est ça. Fait que c'était mon... Justement, les métiers, bon, là, on dit les métiers, ça reste un peu nébuleux. Là, on a parlé du marketing. Manifestement, ça prend du monde qui... puis de plus en plus, ça va prendre des gens qui savent fonctionner justement avec toutes ces plateformes et qui vont continuer à émerger. Hein. Les plateformes, je parle Facebook, les réseaux sociaux, ça prend possiblement des gens en programmation, hein, programmation web. Hein, j'imagine que vous... Est-ce que vous le faites à l'interne ou vous... Alors, moi, je vous dis... Marie-Odile, c'est le fun parce que dans le fond, toi, tu donnes les réponses pendant que tu poses la question. Oui, c'est ça. Ben oui, finalement, c'est ça les métiers de la télé. Ben, on va dire les métiers dans les médias, mais tu sais, c'est important de comprendre que tu as les métiers chez les producteurs puis les métiers chez les diffuseurs. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de faire des émissions, donc, il y a beaucoup de producteurs, il y en a peut-être d'entre vous qui vont devenir des producteurs.
c'est un métier super intéressant. Chez les producteurs, c'est là que se fait les émissions. Mais moi, je parle en ce moment là, du divertissement puis de la télévision. C'est-à-dire que je vais juste... L'information, c'est autre chose. L'information, ça se fait à Radio-Canada, par des gens de Radio-Canada, avec les normes journalistiques. Tu ne fais pas de l'information par un producteur indépendant. Il y a beaucoup trop de rigueur. Il y a beaucoup de choses. Donc, moi, je ne suis pas la personne de l'information. Je suis la personne du divertissement. Donc, c'est un autre métier, mais c'est super intéressant. Tu as des magazines des magazines qui se font de l'actualité. Les documentaires, toutefois, sont faits par des producteurs indépendants à l'information. Donc, ça, c'est tout un autre département qui fait un travail extraordinaire. Il y a aussi des émissions qui se font en région parce qu'on a aussi des antennes dans les différentes régions. Donc, quand on rentre dans ce que j'appelle le divertissement, donc que ce soit des émissions jeunesse, des émissions de divertissement, là, je pense à tout ce qui est dans le temps, tout ce qui est les tannants, génial, pas génial, c'est pas chez nous ce que j'allais penser au Sans Génie, des émissions de cuisine, en direct de l'univers avec France Baudouin. Il y a plein de bonnes émissions qui sont du divertissement, Silence on joue. Tu as les fictions, ça, tout le monde connaît les fictions. On a les acquisitions aussi. Donc, dans tout ce style-là, toutes les émissions se font chez le producteur et chez le producteur, il y a beaucoup de métiers. Tu peux devenir réalisateur, ils ont besoin d'auteurs, ils ont besoin de gens en développement. Tu as des gens qui travaillent à développer des nouvelles émissions qui vont être présentées chez le diffuseur. Donc, il y a plusieurs métiers chez le producteur. Puis, quand je regarde les gens qui travaillent chez les producteurs, je vois aussi que les gens changent d'entreprise. Tu peux travailler chez un producteur puis être une productrice, et un jour aller dans une autre boîte de production. Donc, il y a tous ces métiers-là. Et chez le diffuseur lui-même, nous, Radio-Canada, on a les équipes qu'on appelle de contenu. Donc, chez nous, dans l'équipe qui fait les contenus, mais qui ne fait pas les contenus, on a des chefs contenus qui, eux, reçoivent les propositions des producteurs, vont passer en pitch les producteurs pour voir si l'émission est intéressante. Après ça, vont travailler en développement avec le producteur. Donc, on va partir plusieurs émissions en développement, mais ça ne veut pas dire qu'on va tous les faire. Donc, ça nous permet de vérifier si l'auteur est bon, de vérifier justement l'histoire se tient dessus. C'est sûr qu'en divertissement, on ne va pas aller en développement, on va partir l'émission tout simplement, mais nous, on est toujours en lien avec le producteur. On reçoit les textes en avance s'il y a des textes. Sinon, on reçoit des extraits des émissions qu'on va travailler avec eux, approuver. Donc, il y a du travail qui se fait comme ça en contenu. Il y a des gens qui travaillent à la grille à Radio-Canada. Tu sais, ça, c'est un autre métier. Tu travailles à la grille, quelle émission on met, comment on bâtit la grille. Il y a des gens qui travaillent en acquisition. Donc, OK, on a besoin d'avoir certaines émissions qui vont nous venir des États-Unis. D'ailleurs, voici les émissions qui sont disponibles. On les trouve intéressantes. Est-ce qu'on est capable de les avoir? Tous les gens des relations d'affaires qui vont négocier ces émissions-là. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui l'achète? Combien ça coûte? Donc, il y a tous ces métiers-là. Attendez, je m'étais fait une petite liste parce qu'il y a tellement de monde qui travaille. Donc, dans le fond, tu as la programmation, tu as le contenu, toute plateforme confondue aussi. Tu sais, comme je vous disais, il y a des gens pour moi qui travaillent sur tout.tv, tu as des gens qui travaillent en jeunesse, il y a un département jeunesse avec des chefs de contenu. Il y a des gens qui travaillent en finance, les relations d'affaires, comme je vous disais, les négociations pour les contenus. Tu as des gens qui travaillent en vente. Puis en vente, maintenant, il y a un département qui s'appelle Créativité Média. C'est quelque chose de nouveau. On voit que les gens qui travaillent en vente vont des fois créer du contenu avec un annonceur. Donc, ils vont créer, ils vont avoir, admettons, IGA. Oui, explique-moi, donc, en vente, ils vendent quoi? Ils vendent du contenu de Radio-Canada à qui? Ils font… Non, là, je ne parlais pas de distribution, Ouais. je parlais, vente. C'est sûr que les ventes, c'est comme, nous, on a de la publicité, de la pub. on vend de la publicité, de la pub, Okay. excuse. Donc, tu as partie publicité. Et dans la publicité, il y a une partie qui s'appelle Créativité Média, où est-ce qu'on travaille avec des annonceurs et il y a des gens qui vont faire des émissions qui sont de la publicité, mais travailler avec l'annonceur. On appelle ça de la créativité média. Il y a la distribution. Donc, il y a quelqu'un qui travaille chez nous et qui va essayer, dans le fond, de vendre certaines émissions à l'étranger.
Ça, c'est nouveau aussi parce que, bon, il y a quelques années, on faisait moins ça, mais si vous allez chez un producteur ou vous êtes un producteur, il y a souvent maintenant quelqu'un chez le producteur qui va travailler à vendre les émissions à l'étranger. Dans l'équipe de Fabienne Larouche, il y a quelqu'un qui travaille et qui va aller rencontrer les autres diffuseurs pour vendre certaines émissions en France, dans une autre langue. Des fois, on a beaucoup le format maintenant. On va vendre une adaptation. L'adaptation la plus connue au Québec, pour ceux qui la connaissent, c'est Un gars, une fille. Donc ça a été créé par Guillaume Lepage. Ça a été fait au Québec, mais je pense qu'il l'a vendu dans 26 pays. Et dans ces pays-là, il n'a pas vendu l'émission telle qu'elle, sous-titrée, admettons, en allemand ou sous-titrée en espagnol. C'est que ces pays-là, pour que l'émission fonctionne mieux, ont pris la Bible de l'émission, ont pris les textes de l'émission et l'ont adapté à leur pays. Donc ça, c'est des choses qu'on fait des fois aussi. Nous, on a lancé une émission pour plus jeunes un peu qui s'appelle L'effet secondaire, mais ça, c'était un succès phénoménal en Hollande. Et ici, c'est Zone 3 qui l'a pris et qui a retravaillé les textes et qui a pris des comédiens du Québec, puis qui a fait l'émission qui a été quand même un gros succès sur Tout.tv, puis à Radio-Canada aussi pour les jeunes. Donc, il y a beaucoup de métiers parce que, tu sais, ça passe de développement de contenu à idéateur. Puis, tu sais, en ce moment, je vous dirais, si vous êtes des bons auteurs, vous êtes des bons scénaristes, il y a tellement de production à faire, ça prend tellement des bonnes histoires qu'il y a beaucoup de demandes dans les différents métiers aussi. Tu sais. Mais les auteurs scénaristes, ils sont plus du côté des producteurs. Ils travaillent toujours chez les producteurs, oui. Et ce que je trouve intéressant dans ce cas, par le contenu, là, si on parle de contenu, c'est que le télédiffuseur, surtout sur les grands contenus comme la fiction, les séries, le télédiffuseur reste un partenaire. Il n'est pas juste là pour donner un chèque, là. Il est vraiment un partenaire qui construit, peut-être pas qui construit, mais en tout cas qui partage la création. C'est ça qui est beau avec le métier. On ne le sait pas ça, mais c'est ça qui est beau aussi avec le métier de télédiffuseur, c'est que tu le sais ce que tu veux. Le télédiffuseur le sait ce dont il a besoin souvent, puis il va pouvoir à ce moment-là travailler avec les réalisateurs, avec les auteurs, vraiment en amont sur la Bible. C'est quoi la Bible, rapidement? Bien, la Bible, ça va être la présentation des personnages, ça va être la présentation de l'histoire. Tu sais, une Bible va plus exister. Mais là, écoutez, là, je sors un peu de mon champ de compétences dans le sens que je ne m'implique pas dans tout. Là, mais tu as quand même une présentation de si quelqu'un veut présenter une histoire, ben, c'est qui les personnages? C'est quoi leur enjeu? Qu'est-ce qu'on va venir raconter avec ces personnes-là? Donc, c'est quoi un petit peu la Bible, c'est le début de l'histoire un petit peu, puis souvent, on va demander un scénario ou deux, tu sais, pour pouvoir lire, puis voir la plume, puis voir est-ce que l'histoire se tient, est-ce que les personnages sont attachants. Tu sais, tu peux dire, l'histoire, l'idée est super bonne, mais après ça, quand tu lis, ben, je ne m'attache pas aux personnages. Les variétés, des fois, ils vont faire des pilotes. Tu sais, des fois, tu peux faire un pilote d'une émission pour voir si ça fonctionne-tu, on veut-tu changer. La beauté d'une émission de variété, c'est qu'elle, elle peut évoluer dans le temps. Tu sais, tu peux réajuster des choses. Une fiction, c'est comme si une histoire, c'est ça. Et souvent, ça rentre en ondes et c'est déjà tout créé. Une variété, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, je dirais, bon, en direct de l'univers, c'est vraiment une variété qui est adorée de vraiment beaucoup de Québécois, là, tu sais, mais ils sont toujours en train de s'améliorer. Tu sais, ils peuvent s'améliorer sur plein d'éléments pendant que l'émission se fait. Tu as des concepts, comme tout le monde en parle, qui sont un format, dans le fond. Ça existait en France avant. Puis, je veux dire, la formule est gagnante. Puis là, tout d'un coup, avec la COVID, c'est fait en direct maintenant, ce qui amène un élément différent. Fait que, tout ça, ça bouge tout le temps. Il faut être capable de s'adapter facilement quand tu travailles en télé. Tu sais, bon, en télé ou dans les médias. Là. Oui. Martha? Je demanderais, est-ce que si on, comme conseil, est-ce que si on commence en fiction, par exemple, est-ce qu'il y a des chances que l'on doive s'adapter à travailler dans d'autres choses que la fiction? Est-ce que les compartiments sont étanches finalement? Donc, si on commence d'un côté, on ne risque pas d'aller dans l'autre sens, ou bien on pourrait dire que si on veut commencer à travailler en télé, on tente ce qui se présente, puis on espère pouvoir tout faire. C'est-à-dire que j'imagine que les étudiants ici sont en cinéma principalement, en tout cas dans le programme en études cinématographiques. Donc, l'idée, c'est toujours de créer des fictions, mais peut-être qu'il y a bien d'autres
d'autres métiers et choses à faire dans d'autres domaines Ben, à l'intérieur. ouais, c'est sûr que si vous étudiez en cinéma, si vous avez vraiment des histoires à conter qui se tiennent dans un moment, et le cinéma, c'est sûr que ça a vraiment sa place sur les plateformes aussi, même si ça s'écoute en une fois. Bon, après ça, c'est sûr que tu as tout l'enjeu que certains réalisateurs n'ont pas le goût qu'on voit leur film dans un plus petit écran que le grand écran, je comprends. Mais il y a des producteurs. Le principe du producteur en cinéma existe aussi. Il va aller présenter un film, il va être financé d'une façon différente avec la SODEC. Il y a encore une réalité où est-ce qu'il va être financé par des salles de cinéma. Il y a quand même une histoire de financement là-dedans. Mais c'est sûr que si vous allez en cinéma, là, je suis moins bonne pour vous répondre. Là. Mais c'est sûr que si tu t'en vas en... Hein? Ce que je dirais, je dirais à Martha, puis je pense que tu serais peut-être d'accord, c'est qu'il y a toutes sortes de contenus. C'est peut-être on pourrait s'en aller vers la conclusion un peu avec ça, mais j'aimerais ça. Ce que je comprends, c'est qu'il y a toutes sortes de contenus. Il n'y a pas juste la fiction, il n'y a pas juste la fiction qui raconte des histoires. Il y a du documentaire, mais il y a aussi de la nouvelle, puis peut-être même en direct de l'univers, ben, quelque part, il raconte l'histoire, de cet artiste qui est mis en vedette. Donc, puis il faut quand même la construire, même de la grosse variété, il faut construire aussi le contenu. Oui, puis je ne sais pas si vous vous posez cette question-là, mais moi, je me la posais beaucoup à l'université, c'était par où je commence? Mon Dieu, OK, c'est bien beau tout ça, mais par où je commence? Moi, je ne peux pas parler pour le cinéma, mais c'est sûr qu'en télé, ben, il y a des postes d'entrée un peu partout, chez les producteurs, chez le diffuseur, chez un distributeur, mais des fois, c'est sûr que sur certains postes, ça prend quand même un peu d'expérience. Quand nous, on affiche un poste de chef de contenu, il faut que tu l'aies fait un petit peu. C'est sûr que, à moins que tu aies fait un stage, mais ça peut être à différents endroits. Tu as des télévisions un petit peu plus petites, tu as des fois, mettons, des équipes plus petites, mettons, à un TV5. Je ne veux pas dire que je vais faire attention dans mes réponses, mais il y a différents endroits, il y a différentes façons de commencer. Puis c'est ça, moi, je pense que tout dépendant qu'est-ce que vous aimez faire, c'est sûr, c'est de frapper à certaines portes puis d'essayer one thing lead to another. Là, je pense que c'est sûr qu'il faut commencer à quelque part. Puis, il faut avoir un ego pas trop ensemble. J'aurais le goût de dire, moi, des fois, quand je passe des entrevues avec des gens et tout, il n'y a pas de saut métier. Tu apprends quelque part. Moi, je donne souvent l'exemple que quand j'achetais pour 400 magasins, je peux vous dire que j'étais vraiment bien traitée dans la vie. Puis quand j'arrivais, admettons, aux États-Unis pour aller voir Speedo ou aller voir Adidas, ils m'attendaient avec un beau char parce que j'allais acheter beaucoup. Puis quand je suis retournée dans le monde des médias, je me promenais avec ma petite Volkswagen, puis j'essayais de vendre des CD-ROM, puis mon ego est passé de ça à rien, mais j'espère que vous êtes tous prêts à faire toutes sortes de métiers qui vont vous amener à autre chose. Puis si, des fois, c'est notre ego qui nous arrête en disant, non, moi, je ne veux pas faire ça, c'est triste parce que c'est de même qu'on apprend. Moi, je crois beaucoup à faire beaucoup d'expériences, puis à un moment donné, c'est ça, il y a toutes sortes de métiers qui nous amènent à d'autres métiers, donc restez ouverts à tout ce qui peut être possible pour vous, parce que des fois, vous allez apprendre certains... l'expérience, ça se gagne en faisant puis en apprenant. Oui, ça commence beaucoup par la coordination, en fait, de projets. Souvent, c'est comme ça qu'on apprend vraiment, qu'on commence à apprendre les métiers de la télévision, si on parle de TV, là. C'est souvent sur des jobs de coordo, là. Oui, ou si tu as le goût de travailler dans un festival, tu peux aller rencontrer des gens pour un festival et dire, écoute, moi, là, je suis étudiante, j'aimerais ça commencer là-dedans. Ils vont peut-être te faire genre, OK, viens nous aider à coordonner ça, mais c'est pas une... Mais là, tu apprends, puis après ça, tu peux aller voir un autre festival et dire, écoutez, moi, j'ai de l'expérience. Fait que, bref, il y a comme... il n'y a pas grand monde qui vont devenir demain matin directeur d'un département s'ils n'ont pas fait un petit peu d'apprentissage. Moi, je compte ma longue histoire, puis oui, je tombe là-dedans, mais il y a des années et des années de travailler sur différents dossiers qui fait qu'à un moment donné, tu te sens à l'aise d'être dans un certain métier. Une dernière question. Un mot de la fin. Personne n'a de question. Ça veut dire que vous savez exactement où est-ce que vous en allez dans la vie.
Non, Victor, Vous il ne demandez sait pas. Regarde. Victor, il ne sait pas, fait qu'il pose une question. Vas-y, Victor. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Non, en fait, c'était. Non, c'est pas pour un métier, c'était pour savoir. En Afrique francophone, est-ce que ça se vend, le contenu de Tout.tv, le contenu québécois, est-ce qu'il a un avenir là? Ou pas du Ben, tout? Il est juste européen. Il y a un enjeu qui est différent en Afrique, c'est comment ils consomment leur contenu. OK? Bon, premièrement, nous, on fait partie d'un regroupement qui s'appelle TV5 Monde. Donc, TV5 Monde est très présent en Afrique et il y a certaines émissions qui se retrouvent disponibles sur la chaîne TV5 dans certains pays. Toutefois, l'enjeu, c'est que, en tout cas, moi, de ce que je connais des contenus qui sont écoutés en Afrique, tu ne veux pas, ça les intéresse plus ou moins notre contenu et je le comprends. Mais eux autres consomment quand même beaucoup avec des forfaits cellulaires. Donc, écouter une émission de télé, ça leur coûte cher. Fait qu'avant de commencer à écouter des émissions à droite puis à gauche, encore là, je sors un peu de mon champ de compétences quand je te réponds, mais moi, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de francophones en Afrique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu poses vraiment des bonnes questions, Victor, puis en plus, tu en poses, donc merci beaucoup. C'est une super bonne question parce que les gens se disent, OK, mais est-ce que c'est un endroit où est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut leur offrir des contenus? Mais c'est sûr qu'ils vont souvent aimer des contenus qui leur ressemblent un peu plus. Et moi, j'aimerais ça leur offrir plus de contenu, mais je suis consciente que ça va être fait qu'un forfait. Puis, si je suis incluse dans un forfait, c'est moins pire. Mais s'il faut qu'ils payent chaque minute de mon émission parce qu'ils ont un forfait plus restreint, ils vont moins m'écouter. Donc, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de francophones en Afrique, mais c'est moins évident y rentrer. Alors, Victor, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu disais que tu veux, hein? Avec toutes ces questions-là? Parce que moi, je suis encore en majeur. Je n'ai pas eu accès aux cours pratiques du bac. Mais oui, ce serait derrière la caméra, mais en production. Peut-être travailler là-dedans. Mais pour l'instant, je ne sais pas. J'ai un parcours assez atypique. Fait que je travaille un peu à droite à gauche, alors dans d'autres domaines que le cinéma. Fait que, à suivre. Mais c'est correct aussi parce que tu as plein de gens qui ont des... je regarde, admettons, vous avez sûrement entendu parler de l'émission M'entends-tu qui a été faite par Trio Orange, qui a eu du succès, qui s'est retrouvée sur Netflix. Mais le producteur de cette émission-là, ben, au début, il était dans le voir, puis à un moment donné, il a fait une petite émission pour le voir. Puis là, de fil en aiguille, il a travaillé fort, puis s'est mis à faire plus de production. Je veux dire, des fois, on commence par une petite quelque chose, puis demain matin, tu fais des émissions qui peuvent se retrouver sur M'entends-tu, on l'a sur Tout.tv, il l'a sur le Club Illico, puis il l'a sur Netflix. Donc, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais des fois, il y a des chemins qui ont plus de petits murets à monter, puis il y en a d'autres qui sont plus faciles. Fait que, il y a plein de belles histoires, dans le fond, de gens qui ont... Ce qui est commun, c'est que c'est rare les gens qui ont eu du succès sans avoir travaillé fort, admettons. Ça reste un domaine où est-ce que... il y a quand même beaucoup d'appelés, puis c'est pas toujours, c'est pas toutes les émissions qui sont prises, mais je pense qu'au moins, ce qui aide, c'est qu'il y a de plus en plus de besoin de contenu. Donc, que ce soit de films, que ce soit d'émissions, pour l'instant. Dans le fond, ça serait mieux, Victor, tu disais, est-ce que ce serait le fun qu'il y ait un regroupement et qu'il y ait une seule plateforme? Bien, pour l'instant, pour les jobs, c'est mieux qu'il y ait plein de plateformes parce que là, ça fait plein de monde qui ont besoin de contenu. Donc, ce n'est pas regroupé à un seul endroit. Ah ben là. Alors, sur ce, je pense que là, tu viens de... Ah! Martha, est-ce que c'est le mot de la... Il y a de la place pour ceux et celles qui ont envie de l'apprendre. Oui. Ben, il y a de la place, il faut être prêt à se salir les mains dans le sens que, il n'y a pas de saut-métier, puis il faut vraiment, faut être prêt à apprendre. Puis c'est bon d'avoir peut-être des parcours atypiques parce que justement, on a un meilleur regard sur ce que les gens ont le goût d'écouter. Puis, comme je vous disais, des fois, c'est pas... moi, des fois, j'aime ça me promener à toutes sortes d'endroits, puis je vais me promener dans des centres d'achat, puis je fais, OK, c'est ce monde-là, OK. Là, ils écoutent peut-être les émissions, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont le goût de... ça ne se limite pas à moi puis les quelques personnes qui sont mes amis dans la vie. C'est comme, il y a toutes sortes d'émissions pour toutes sortes de monde. Donc, c'est très plaisant, c'est très agréable. J'espère que vous allez trouver des métiers ou des emplois qui vont vous plaire. Bien, merci. Merci infiniment, Christiane, de ta générosité. Franchement, c'était vraiment... Tu as ouvert le monde. Tu nous as ouvert le monde du télédiffuseur un peu parce que c'est un grand mystère, n'est-ce pas? Mais vous êtes chanceux qu'on n'est pas en présentiel parce que je vous aurais tout interpellé un après l'autre pour vous demander.
Non, mais moi, je suis toujours curieuse de voir qu'est-ce que les gens ont le goût, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui. Comme je dis, moi, je travaille avec la jeunesse, puis dans un sens, je suis toujours en train de me demander qu'est-ce qui. Plus on a de bonnes personnes, plus on a de gens de qualité dans notre métier, bien, plus on va être capable de faire des projets intéressants, puis on va compter des belles histoires. Donc, on est juste content qu'il y ait des gens qui soient intéressés par les métiers des médias, je vais le dire comme ça. Oui, oui, oui. Bien, merci à tous. Très contente d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour ceux qui ont posé des questions. Merci Martha, merci Marie-Odile. Merci beaucoup. Merci Marie-Odile.